Voilà, on est enfin arrivé au camp de base du G1, G2 et ce matin, on a monté notre super tente. Cold, huh? Oh, it's so cold this morning. Phew. Let's put crampons. Now the rope. And let's go there. J'en ai plein le dos. Trop raide. On décalait pour tout. J'étais à l'aise. On est parti à 6h30. Je sais pas trop quelle heure il est, mais ça devient vraiment pénible. Mais bon, le soleil n'est pas très loin, on va y arriver. So, Priti, Yes! today was your own summit. Just everyone. So long, so difficult. Very proud. Good. Oh, I'm very happy. Safe back. Merci, Sanguy, merci, merci. Namasté, comme on dit au Népal. Salam alaikum pour le Pakistan et Tachidele pour nos amis les Tibétains, parce que c'est dans ces 3 destinations qu'on va se rendre ce soir. Quand on parle de 8000, dans le jargon de la montagne, on fait référence aux 14 sommets qui culminent au-dessus de 8000 mètres. Eh bien oui, ces 14 sommets, je les ai tous gravis, un par un, pas à pas, sommet après sommet. Année après année, comme un chemin de vie, comme une évidence qui s'est imposée tout au long de ces années. Cela m'a pris 11 ans de ma vie, 22 expéditions au total, ce qui veut dire que ça ne marche pas à chaque fois. J'ai fait un petit calcul, j'ai dormi plus de 3 ans sous tente, au-dessus de 5000 mètres. Et le résultat est que le 26 juin 2023, au sommet du Nanga Parbat au Pakistan, je suis devenue donc le premier Français, c'est-à-dire la première personne de nationalité française, la première Suissaise et le premier Canadien, parce que j'ai 3 passeports, à réussir ce grand chelem Himalaya. Merci. Mais alors, je vous dis pas ça justement pour dire ouais, non mais regardez, comme je suis super forte, quoi, superwoman, non. Moi, ce qui m'intéresse finalement de partager avec vous, c'est comment on arrive au sommet de ces grandes montagnes. Comment on obtient ce surnom de Lady 8000 ? Comment finalement une femme normale, parce que j'estime être une femme normale, réussit ce projet pas normal ? Parce que souvent les gens ils me disent « Ah mais t'as de la chance, tu vis de ta passion ». Je dis « Non, 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 c'est pas de la chance du tout ». C'est beaucoup, beaucoup de travail, de décision, d'aléas, de renoncement. C'est finalement aussi beaucoup de peur, on vient d'en parler. Beaucoup de joie quand même, il y en a. C'est beaucoup d'efforts physiques, mentaux, intenses. Évidemment, dans l'organisation de ces grandes expéditions, c'est aussi une question de leadership, mais c'est avant tout, bien entendu, une question d'engagement. Comment on engage sa vie sur ces grandes montagnes à plus de 8000 mètres.
Alors vous allez me dire comment j'en suis arrivée là. Je ne me suis pas réveillée un matin comme inoxtag en disant « Ah bah tiens, je vais aller gravir l'Everest ». Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais il y a quand même eu un facteur déclenchant. En 2004, j'avais un ami à l'époque qui était très malade, mais qui rêvait de gravir le Mont Blanc. Et bien on s'est fait le pari qu'on arriverait au sommet de cette montagne. On y est arrivé, lui il a réalisé son rêve et moi ça a été le déclic, ça a été le début. Parce que j'ai très vite été attirée par aller toujours un tout petit peu plus haut et un tout petit peu plus loin. Et donc, j'ai commencé à organiser ma vie, parce que je travaillais en entreprise, un peu comme vous tous, j'imagine, et donc à partir sur ces grandes montagnes. Et donc, des 4000 des Alpes, j'ai tenté un 5000, ça a marché. J'ai tenté un 6000, j'ai réussi. 7000, c'est passé. Puis là arrive la barre fatidique, la des 8000. Là, je me dis, non, là, quand même, là, pour le coup, tu mets la barre un petit peu trop haut. Et puis en fait, ce qu'il y a, c'est que, comme je travaillais, donc j'ai travaillé dans l'hôtellerie, le luxe, la finance. Je pense qu'il manque le chocolat et les montres pour faire le top 5 de la Suisse, puisque j'habite en Suisse. Et en 2008, je dirigeais une société avec mon frère dans le secteur de la finance. Et là arrive la crise économique de 2008. Notre business model s'écroule complètement. On a péniblement réussi à se maintenir jusqu'en 2011 et puis là, on a décidé de fermer l'entreprise. Et bien, vous savez quoi ? Aujourd'hui, je dis, mais merci la crise. Pourquoi ? Parce que ça m'a donné du temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour gravir un Mont Blanc, il faut 2 jours. Pour gravir un 8000, il faut au minimum 2 mois, sans compter la préparation. Et donc, c'est en 2012 que je pars sur ma première expédition au Tibet. Et dans la saison du printemps, je grimpe non pas un, mais 2 sommets, le Shishapangma et le Choyu. Et quand je suis rentrée à Genève, j'avais quand même la préoccupation de retrouver un job. Mais très vite, ça a commencé à me tricoter dans la tête, là, dans cette quête d'altitude. Il manquait cette marche ultime. C'est quoi ? L'Everest. Et donc en 2014, je sollicite pour la première fois des sponsors et donc je pars à l'Everest. Je réussis ce sommet. Et c'est finalement, je pense, en redescendant de l'Everest que je me dis « Ah, mais j'ai envie de m'engager, j'ai envie de commencer, j'ai envie de tenter ce projet des 14 8000 ». Et donc, je démissionne de ce dernier job et j'enchaîne les expéditions, année après année. Et on se retrouve avec Sangay au sommet du Gesher Bromin, donc des quelques images que vous avez vues. Et là, c'est ma 16e expédition en Himalaya. Et toutes ces années, il y a 3 choses dont j'ai le plus peur. C'est les avalanches, les crevasses et le brouillard. Et j'essaie de m'entourer des gens les plus compétents, notamment le météorologue, pour minimiser les risques. Et Yann, donc, qui est dans son salon à Chamonix, il m'avait annoncé des bancs de brouillard. Et on voit bien là les premières images, on commence à désescalader cette montagne. On est dans la zone de mort. Il ne faut jamais oublier ça. Au-dessus de 8000 mètres, on n'a pas la capacité de survivre et on n'a pas la capacité de venir en aide à quelqu'un. C'est pour ça qu'on appelle ça la zone de mort. Et on commence à désescalader cette montagne dans ce brouillard. Et là, il y a le brouillard qui oscille comme ça et je suis inquiète. Parce que ce que je vois, je ne reconnais pas ce que j'avais vu les quelques heures avant quand on avait monté ça. Alors évidemment, on est en hypoxie. L'hypoxie, c'est le manque d'oxygène qui altère complètement la réflexion et la capacité physique. Mais quand même, il y a quelque chose qui cloche. Et à un moment, je pense à mon GPS. Donc on est dans la pente avec Sangay, je tiens la corde, je l'arrête. Et puis là, je me dis, il faut que je prenne ce GPS parce que je me souvenais d'avoir pris un point GPS du camp 3 où est-ce qu'on devait se rendre. Donc je retire mon sac, j'ouvre ce sac, je sors le GPS, je mets des lunettes parce que je vois rien de près, là, vous savez, le truc des vieux, là, comme ça. Et là, le GPS, il met une flèche comme ça à l'horizontale. On n'était pas dans la bonne direction. Donc je dis à Sangay, regarde, ça va pas. Et c'est incroyable quand on est en danger de mort comme ça, comme il y a une espèce d'énergie qui revient, l'instinct de survie. Et là, donc, je remets mon sac et tout, et on commence à remonter en crabe. On était épuisés, mais on trouve l'énergie, on remonte jusqu'au col. Et là, de nouveau, il y a le brouillard qui se lève comme ça. Puis j'aperçois un truc un petit peu au loin comme ça. Je dis, viens, Sangay, on va aller chercher ça. Et donc, je soulève, c'était un bout de corde fixe qui avait été dégagé par le vent, et donc qui nous donnait la bonne direction pour rejoindre le camp 3. Et donc, on descend à ce camp 3, totalement épuisé, on s'écroule dans la tente. Et au petit matin, donc, il faut démonter le camp et on continue notre descente
jusqu'au camp 1, à 6000 mètres. Et là, il y a les Pakistanais qui viennent vers nous et puis qui me disent « Ah, Akbar est malade, qu'est-ce qu'il est sick ?» Et bon, j'ai la réputation avec toutes ces années d'avoir une grosse pharmacie, donc je me précipite dans la tente d'Akbar. Et là, je prends un oxymètre, vous savez, là, pour prendre sa saturation. Et je regarde, et là, il y a, sur l'écran, ça affiche 51. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais monsieur le docteur, là, qui peut nous dire ça, mais quand vous avez une saturation à 51, ici, dans nos hôpitaux, quand on est à 80, 85 à peu près, on est déjà en soins intensifs. Et là, étonnamment, il pouvait parler, il nous dit qu'il pouvait marcher. Cela dit, je dis à Sangue, c'est pas possible, on ne peut pas le laisser là, il faut qu'on le descende. Et donc, on ne va pas passer la nuit là. Donc, nous, on était déjà épuisés de notre ascension, mais je dis, il faut qu'on retrouve de l'énergie et qu'on redescende. Cependant, on était en plein été, donc, avec le réchauffement climatique qu'on subit actuellement, on ne peut pas redescendre un glacier parce que la neige s'altère, elle a fondu. Donc on a attendu jusqu'à minuit qu'il y ait un petit peu de regel. On s'est encordé et on a commencé la descente et la désescalade jusqu'au camp de base. Et là, j'ai été choquée totalement en quelques jours comment le glacier s'est dégradé. Les ponts de neige s'étaient écroulés. On sautait ces crevasses avec la trouille au ventre de peur que ça s'écroule encore davantage. Et toute la nuit, on a désescaladé pour arriver au camp de base au petit matin. Akbar était sauvé, nous aussi. Donc quand même, merci la technologie, le GPS, l'oxymètre, etc. Et on était là le matin, au lever du soleil, en train de boire un thé, en regardant la face qu'on venait de désescalader. Et tout d'un coup, il y a un énorme sérac qui s'est détaché et qui s'est écroulé comme ça, laissant un espèce de trou noir béant comme ça dans la face blanche. Et cette glace qui vient de se détacher, elle va disparaître à jamais. Et donc, cette espèce de prise de conscience terrible de ce réchauffement climatique, de la fonte de ces glaciers. Et donc, aujourd'hui, moi je suis engagée dans un projet qui s'appelle Baseline Glacier Biodiversity Challenge, et qui est donc, je vais chercher des échantillons de glace en très haute altitude pour redescendre, pour découvrir donc cette biodiversité et pour préserver donc ce que contient cette glace qui va disparaître à jamais. Et là, en voyant ce sérac qui s'écroule, j'entends les Pakistanais, les Sherpas commencent à discuter entre eux et qui commencent à parler. J'entends les mots de climate change, global warming. Et c'est en fait la première fois que j'entends les populations locales prendre conscience de ce qui se passe. Et donc, moi, je suis d'une nature assez optimiste, donc j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire parce qu'il est urgent de croire qu'il faut s'engager pour préserver ces glaciers avant que ce soit trop tard. 2 ans après, on était à Katmandou avec Sangue en train de boire le thé. Et puis il me dit « Ah, au fait, Didi ». Didi, ça veut dire grande sœur en népali. Il me dit « Tu sais, Didi, j'ai repensé à notre Kasherbrum 1. Grâce à ton GPS, tu nous as sauvé la vie. Alors merci, Didi. » Parce que oui, c'est vrai. S'engager sur une montagne à plus de 8000 mètres veut dire tout simplement engager sa vie. Merci et namasté.